Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de théorie consacrée à un déroulement assez précis du scénario de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. On le sait bien, un avant-dernier épisode de Game of Thrones dans une saison, c'est souvent la promesse de rebondissements incroyables, de conclusions terribles, de morts dans tous les sens, et j'ai essayé de ne pas déroger à cette règle, alors accrochez-vous. Je me permets aussi au passage de vous dire que ce type de vidéo demande un très gros travail d'écriture, alors si certains peuvent se permettre de me soutenir sur Tipeee, ce serait super sympa de votre part, je vous remercie d'avance. En fin d'épisode 4, nous avions donc laissé Cersei, qui a perdu son bébé, et Qyburn vient de lui confirmer. Le visage de la reine n'a jamais été aussi fermé, elle est emplie de haine et d'une colère froide. Et Euron essaye maladroitement de la consoler, mais elle le chasse sans ménagement. Le roi déferné montre alors son vrai visage, il devient menaçant et agressif, mais la montagne intervient, le soulève et le jette dans le couloir. Quant aux personnages qui ont voyagé depuis Winterfell, eh bien ils entrent tout simplement dans la cité grâce à la présence de Jaime, qui a encore quelques soutiens parmi les gardes de la cité. Et ils se répartissent en 3 groupes. Arya, Tyrion, Brienne, Podrick, Sandor et Gendry tentent de s'infiltrer pour libérer Jon. Ils passent par les souterrains bien connus d'Arya et de Tyrion. Bronn et Jorah vont chercher à faire entendre raison aux mercenaires de la Compagnie Dorée, voire à en prendre le contrôle. Enfin, Jaime, Varys, Mélisandre et Davos vont tenter une dernière fois de négocier avec Cersei et de lui faire entendre raison alors que l'armée des morts arrive sur la capitale. Kinvara et les autres prêtres et prêtresses rouges, ainsi que leurs soldats, se joignent aux troupes qui tentent de défendre la cité et justement, le roi de la nuit lance l'assaut. Un peu auparavant, à Dragonstone, Bran a eu une vision. Il prévient Daenerys et Sam que l'attaque va avoir lieu et qu'ils doivent partir aider Jon car il est le seul espoir de vaincre le roi de la nuit. Face à l'ampleur de l'attaque de l'armée des morts et alors qu'il vient d'être humilié tout simplement par Cersei, Euron décide qu'il en a vu assez, il prend ses clics et ses claques et se dirige vers ses navires pour prendre le large et fuir l'armée et son terrible dragon. Et au pied des remparts de la capitale de King's Landing, l'affrontement est lancé et pour défendre la cité, on a notamment les fameux éléphants de guerre de la Compagnie Dorée et bien sûr les prêtres et prêtresses rouges qui sont menés par Kinvara, mais rapidement l'affrontement tourne au désavantage des défenseurs et l'armée des morts fait des ravages et notamment Viserion mené par le roi de la nuit en personne. Retour en mer où on découvre qu'une attaque commando est lancée par Théon et Yara pour tuer Euron et reprendre le contrôle de la flotte. Ils ont réussi à canoter pendant la nuit jusqu'au vaisseau amiral et justement Euron vient de le rejoindre, c'est le moment parfait, les rebelles Fernés se lancent à l'abordage. Retour du côté du groupe qui cherche à libérer Jon et malheureusement ils attirent l'attention de nombreux gardes suite à une gaffe et du coup Brienne, Podrick et Sandor se décident à lancer une diversion, abattent plusieurs gardes et s'enfuient avec une bonne dizaine de gardes à leur poursuite. Au cœur des appartements royaux, Tycho Nestoris, le représentant de la Banque de Fer, observe avec effroi l'attaque de la cité. Il vient se plaindre auprès de Cersei et lui intimer de trouver une solution pour rembourser la Banque de Fer. Et Cersei le fait exécuter sur place par la montagne. Un peu plus tard, Jaime, Varys, Mélisandre et Ser Davos se présentent devant Cersei dans la salle du trône et tentent une dernière fois de lui faire entendre raison, mais elle est comme folle de rage et elle n'accepte pas de se rendre ou même l'idée de s'allier à ses adversaires et elle préfère que la cité meure avec elle. Et quoi qu'il en soit, cette délégation arrivait trop tard puisque l'armée des marcheurs blancs était à leur trousse et la mort s'abat sur Port-Réal. Mais Cersei affirme qu'elle a déjà laissé l'ordre de détruire la ville et son million d'habitants avec les réserves de feu grégeois restantes si les défenses venaient à céder. À l'extérieur, sur Viserion, le roi de la nuit sème la destruction et relève déjà les morts pour venir grossir les rangs de son armée. Et malheureusement, les défenseurs sont balayés et le puissant mur d'enceinte de Port-Réal est détruit par le souffle de Viserion. Le vacarme retentissant atteint la salle du trône. Varys, Davos et Mélisandre partent pour tenter d'empêcher la catastrophe si l'ordre de Cersei était mis à exécution. La reine ordonne à son immense garde du corps de les arrêter, mais Jaime se met en travers du chemin de la montagne. Pendant ce temps, sur les remparts qui donnent sur la tour isolée où Jon est retenu, Qyburn vient demander aux gardes d'escorter le prisonnier jusqu'à la salle du trône. Assez logiquement, les soldats obtempèrent et Jon est enfin sorti de sa cellule, mais soudainement Gendry attaque les gardes par surprise. Alors que le forgeron se trouve en mauvaise posture dans le combat qui s'engage, l'un de ses adversaires est transpercé par derrière par une fine lame. Qyburn est en réalité Arya. On comprend alors que le groupe est passé par le laboratoire du scientifique et en y trouvant certaines horreurs, Arya a décidé de l'éliminer et de prendre son visage. Retour au cœur de la cité livré au chaos, Bronn et Ser Jorah se feraient un chemin jusqu'à Harry Strickland, le commandant de la Compagnie Dorée. Strickland envoie des hommes les abattre, mais le duo l'emporte. Ils mettent alors la main sur le commandant et parviennent à le convaincre que la seule solution raisonnable consiste tout simplement à évacuer la ville pour échapper au roi de la nuit. C'est alors que Daenerys, Sam
Sam et Bran arrivent sur Drogon, Daenerys dépose les deux à Fosse Dragon, et elle n'a pas le choix, il lui faut à nouveau affronter le Roi de la Nuit sur Viserion. Et la bataille s'annonce terrible encore une fois, puisque maintenant Daenerys sait parfaitement que les flammes de Drogon sont inefficaces contre Viserion, du coup elle est obligée de manœuvrer pour faire approcher son dragon plus grand au corps à corps, et ainsi détruire le dragon réanimé, mais du coup, ce duel est inégal. Et au cours de cet affrontement titanesque, ce sont des rues entières de la capitale qui sont emportées par les souffles des deux dragons. Mais retour dans la salle du trône, où Cersei, depuis une fenêtre, observe la fin du monde qui s'abat sur sa cité, et elle décide, une bonne fois pour toutes, d'ordonner à la montagne d'abattre Jaime, son amant, son propre frère. Au bord de la mort, on dirait que certains anciens réflexes de Jaime, quand il avait encore sa main droite et qu'il était l'un des tout meilleurs bretteurs de Westeros, reviennent. Il parvient à dévier un coup de la montagne, à lui placer une estocade, et avec sa lame d'acier valyrien, il transperce l'armure de plaque du géant, mais cela ne semble pas l'affecter, et d'un grand revers de son gantelet, la montagne l'envoie balader à l'autre bout de la pièce. La mort de Jaime semble imminente. C'est alors que surviennent Sandor, Brienne et Podrick, toujours poursuivis par plusieurs gardes. Pendant ce temps, dans les souterrains, c'est Varys qui guide Mélisandre et Ser Davos vers les caches de feu grégeois, puisqu'il connaît la cité, et notamment ses souterrains, comme sa poche. Varys et Davos veulent à tout prix empêcher que la ville et surtout ses habitants ne soient détruits par le feu. Varys prouve ainsi qu'il luttait vraiment pour le bien du peuple depuis le début, et Davos ne veut pas que l'horreur de la bataille de Lanera se reproduise dans des proportions pires encore. Mais il découvre finalement que rien n'avait été prévu pour une explosion imminente, et que les pyromanciens ont fui depuis longtemps. La prêtresse rouge se tourne alors vers Varys et lui annonce qu'il est temps pour lui d'accomplir son destin. Davos et Varys la regardent, tous deux paralysés par un mélange de peur et la conviction qu'elle dit vrai. La prêtresse continue, elle souligne que le sang feu noir qui coule dans les veines de Varys est porteur de pouvoir. En effet, les feux noirs, ou Blackfyre en VO, sont une branche bâtarde des Targaryens. Et pour Mélisandre, vous l'avez sans doute deviné, bien évidemment, il est hors de question d'empêcher l'explosion du feu grégeois, au contraire, elle veut le mettre à profit pour détruire le roi de la nuit et toute son armée. Ser Davos commence à argumenter, il tire son épée, mais Varys le retient. Mélisandre a raison. Il faut que Davos prévienne le plus de monde possible et tente de lancer un mouvement d'évacuation de la cité par la mer en prenant les navires de force si nécessaire. Et Davos comprend alors qu'une sorte de destinée qui le dépasse est ici à l'œuvre et il ne rechigne pas davantage, il part en courant pour tenter de sauver le plus de monde possible. Retour dans la baie de Lanera au cœur de la petite bataille qui se joue sur le vaisseau amiral pour le contrôle de la flotte. Théon se jette sur Euron et reçoit un violent coup de hache. L'arme de Euron est coincée dans le torse du Greyjoy maudit, mais sa sœur Yara en profite pour transpercer la gorge de son oncle de l'enfer. Et c'est ainsi, à la fin de ce combat, que Théon meurt dans les bras de sa sœur Yara. Il a le sourire aux lèvres, car il a le sentiment de s'être racheté et d'avoir prouvé enfin son courage. Dans la salle du trône, c'est dans un rugissement de bête féroce que Sandor se jette contre son frère. L'acier crise contre l'acier, et d'un énorme coup d'épée, Sandor parvient à lui entamer la cuisse. Le Clegane Bowl, le combat des titans, est enfin lancé. Brienne et Podrick continuent de repousser les assauts de 5 gardes, et Jaime se relève pour leur prêter main forte. Mais du côté des frères, la montagne est clairement dotée d'une résistance et d'une force surhumaine, et Sandor se trouve en difficulté, il essuie un puissant coup de poing qui lui fait mettre genou à terre. Voyant que Jaime et Podrick s'en sortiront certainement contre les gardes restants, Brienne décide de voler au secours de Sandor et bloque au dernier moment un coup immense de la montagne qui aurait sans doute été mortel pour Sandor. L'affrontement est extrêmement serré et violent, mais Sandor et Brienne sont des combattants exceptionnels. Ils finissent par faire chuter Gregor Clegane et à le décapiter. C'est à ce moment précis que Cersei doit admettre sa défaite absolue alors que la cité est en proie aux flammes et aux morts. Elle regarde son frère, Jaime, et sort une fiole de sa robe. Jaime se jette sur elle pour l'en empêcher, mais Cersei boit le contenu de la fiole. Alors que Jaime saisit les bras de sa sœur, elle lui plante un baiser sur les lèvres. Et la reine tragique est rapidement submergée par l'atroce douleur du poison. Elle se noie dans ses larmes, elle se convulse, et Jaime décide d'abréger ses souffrances, et il la poignarde dans le cœur. Retour dans le ciel de King's Landing, alors que Drogon passe en rase-motte au-dessus des toits, il évite de justesse un jet de flamme bleue, mais le mouvement est si brusque que Drogon heurte une maison. Daenerys est alors désarçonnée et elle tombe dans le vide. Dans la salle du trône, Jaime s'effondre à son tour sous l'effet du poison. Brienne le soutient et ils échangent un long regard. Jaime fait promettre 3 choses à Brienne: de ne pas l'oublier, de rester un exemple pour les chevaliers du royaume, et de veiller à ce qu'on l'appelle Jaime Lannister dans les livres d'histoire, et pas le régicide. Il meurt dans ses bras. On retrouve Ser Davos dans la cité et il rejoint les mercenaires qui s'efforcent de canaliser la population de la cité qui sont complètement en proie à la panique, et il retrouve Bronn et Ser Jorah et les prévient que la ville est sur le point d'exploser. Même sans cavalière, Drogon est toujours saisi par la fureur du combat. Il fonce sur Viserion et engage un terrible corps à corps. Viserion referme sa gueule sur l'aile gauche de Drogon et les deux se mettent à chuter. Les survivants des combats de la salle du trône doivent rapidement la quitter alors que les cris des 2 dragons en furie s'approchent très dangereusement. Dans ce tourbillon
reptilien est mortel, Drogon parvient à refermer sa mâchoire sur le cou de Viserion plus petit, et le roi de la nuit saute de sa monture et se réceptionne sur les pavés de la cité. Les dragons entrelacés chutent et dans un dernier jet de flammes détruisent une partie du toit du donjon rouge, notamment celle qui recouvre la salle du trône. On découvre que Daenerys a survécu à sa chute, amortie par la toile tendue au-dessus de l'étal d'un marchand de rue. À garde, elle assiste à la chute de son dernier dragon et à la destruction du donjon rouge, ce qui la replonge un bref instant dans ses visions de la maison des non-mourants. On revient alors sur le roi de la nuit qui massacre tous les habitants à sa portée et continue à relever les morts, et doucement mais sûrement, il se rapproche du donjon rouge. Pour lui, un dragon mort est loin d'être perdu. Depuis Fausse Dragon, les yeux de Bran soudain se révulsent. Il lutte de toutes ses forces pour prendre le contrôle de Drogon, qui n'est pas mort mais seulement sonné par sa chute. Le plus puissant des Vervoyants doit y parvenir avant que le roi de la nuit n'achève Drogon pour le transformer en sa nouvelle et terrible monture. Et Bran s'envole, le roi de la nuit est arrivé trop tard, mais il tente d'abattre la créature d'un javelot de glace, et le garçon, dans la peau du dragon, parvient à l'éviter pour l'instant. Prenant de la hauteur, Bran contemple l'ombre qu'il projette sur les toits de la cité, comme dans ses visions. Son objectif est simple, tuer le plus de spectres possible, mais sans vraiment se donner la peine de distinguer entre les morts vivants et les habitants courant pour leur survie. Il faut bien dire que la sensibilité est devenue un concept étranger pour le jeune garçon. Dans les rues plongées dans le carnage le plus total, Ser Jorah, Bronn et Davos croisent enfin le chemin de Daenerys et l'entraînent avec eux vers le port. Tous les survivants comprennent que le seul espoir est de fuir par la mer. Heureusement, Yara Greyjoy est maintenant aux commandes et elle ordonne d'ouvrir les navires Fernet au flux des rescapés. Daenerys retrouve alors Yara et elles conviennent que la meilleure destination possible est Dragonstone. L'île est proche, contrôlée par Daenerys, et elle sera hors de portée des marcheurs blancs. La population est donc canalisée vers le port par les gardes, et ce qui reste des mercenaires de la Compagnie Dorée organise un cordon de défense sous les ordres de Bronn, Ser Jorah et Harry Strickland pour protéger les rescapés de la ville des marcheurs blancs et de leurs spectres. Et les deux groupes de héros restant dans la cité parviennent tant bien que mal, chacun de leur côté, à rejoindre le port. On a d'un côté le groupe formé par Jon, Arya, Tyrion et Gendry, et de l'autre celui de Sandor, Brienne et Podrick. Et les deux groupes se rejoignent dans cette course effrénée pour leur survie, mais malheureusement Tyrion est à la traîne à cause de ses petites jambes, et Sandor l'attrape et le met comme un sac de patates sur son épaule, et Tyrion lui pose un énorme baiser sur la joue, ce à quoi Sandor répond par un juron. Malheureusement, le cordon de résistance commence à céder face à la pression des morts, et le roi de la nuit en personne approche. Toujours dans la peau de Drogon, Bran est obligé de maintenir ses distances pour éviter un lancer de javelot mortel. Sous la ville, on retrouve Mélisandre et Varys, alors que le maître espion, qui se rasait donc la tête pour cacher ses véritables origines, Feu Noir, se tranche les veines et laisse couler son sang chargé de magie. Mélisandre y puise une source renouvelée de pouvoir. Et il faut bien dire que le feu grégeois n'a jamais été aussi puissant qu'en cet instant où un dragon vole au-dessus de Port-Réal en y déversant ses flammes. Cette créature magique intensifie l'efficacité de la terrible mixture alchimique. Mélisandre prononce des mots de pouvoir, tend les mains vers les centaines de jarres en enfilade dans les souterrains, et une immense explosion retentit. Varys et la sorcière meurent ensemble dans ce feu que la prêtresse de R'hllor juge sans doute purificateur. Bref, retour à Fausse Dragon, ou Dragon Pit si vous préférez, on découvre que Sam porte le corps inerte de Bran et qu'ils ont réussi à monter sur le dos de Drogon, qui est toujours contrôlé par l'esprit du jeune garçon. C'est alors que toute la ville explose, y compris Fausse Dragon, et tout est englouti par les flammes, les derniers survivants n'ayant pas réussi à atteindre le port, et surtout l'armée des morts, les marcheurs blancs, le roi de la nuit en personne. Et malheureusement, une dernière rangée de mercenaires qui protégeaient héroïquement la retraite des civils sont eux aussi pulvérisés par l'explosion, y compris Harry Strickland qui a voulu rester avec ses hommes. Alors que les navires chargés de centaines de milliers de survivants s'éloignent de l'immense incendie, certains regardent vers la rive dans un étrange rappel de la scène de Durlieu. Et une silhouette émerge du terrible incendie, entourée d'un halo blanc et froid, le dernier survivant, en tout cas si on peut l'appeler ainsi, le roi de la nuit. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tout ce que je vous prépare. Et puis un petit pouce en l'air, je suis sûr que ça refroidirait le petit cœur du roi de la nuit qui est tout seul à King's Landing maintenant, le pauvre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!